Je vais faire une confidence parce que ma femme n'est pas là. Et je suis tombé amoureux de cette femme. C'est ça l'histoire. C'est que je préparais un numéro spécial du Nouvel Observateur sur le débarquement. Et puis j'ai lu beaucoup de choses parce que je me suis toujours intéressé à cette période, à la Seconde Guerre mondiale et puis à la libération de la France. Et il y avait dans plusieurs ouvrages des références, mais assez discrètes, assez elliptiques, à des agents secrets et à des femmes agents secrets, je ne sais pas si on dit agentes secrètes, qui avaient participé à la préparation. Préparation qui a été faite à l'anglaise, c'est-à-dire avec des ruses très, très tortueuses et très complexes. Et donc, il était question donc d'un certain nombre de jeunes femmes qui avaient été envoyées en France pour espionner, pour faire la radio et pour préparer le débarquement. Mais il y avait comme ça 10 lignes. Et puis, l'une d'entre elles avait un nom indien. Donc, ça me paraissait étonnant, quoi. Nour, c'est un joli nom, en plus, ça veut dire lumière, n'est-ce pas ? Et donc, je me suis intéressé à cette jeune femme, puis j'ai commencé à lire, j'ai trouvé une biographie, et puis elle m'a semblé fascinante en tout point. D'abord, même sur le plan physique, c'est un peu trivial de dire ça, mais les photos sont très belles, quoi. Alors, c'était pas non plus Adriana Carambeu, elle était un peu petite, mais pour les calendes de l'époque, elle avait beaucoup de charme. Et surtout, elle avait un regard, elle avait une manière de se présenter comme ça à l'objectif qui était assez fascinante. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses, et puis j'ai fini par me dire, bon, ben, c'est une bonne histoire, comme on dit dans les journaux, une très bonne histoire. Et donc, je me suis dit, je vais l'écrire. Et mon éditrice m'a dit, mais tu devrais faire plutôt un roman, parce que c'est une héroïne de roman, naturelle, quoi, spontanée, sans même qu'on y pense. Et donc, j'ai écrit son histoire. Donc, c'est de ça que je vais parler avec vous. Alors, vous pourrez me poser des questions après. Je vais improviser beaucoup, parce que je n'ai pas fait un exposé structuré. C'est une longue histoire. L'histoire de Nour est une très longue histoire, parce qu'elle commence pendant la Révolution française. Au moment de la Révolution française, il y avait la guerre entre la France et l'Angleterre, entre plusieurs pays, mais dont la France et l'Angleterre, et le Directoire, puis Bonaparte, ont eu l'idée de s'allier avec des indépendantistes indiens, du subcontinent indien, dont l'un, le plus célèbre, qui était le plus courageux, le plus organisé contre la conquête britannique, s'appelait Tippou Saïb. Et donc Tippou Saïb, c'était l'allié de la France. Dans les manuels, quand vous lisez l'histoire de la Révolution française, il y a marqué des gens alliés, et nous étions alliés avec Tippou Saïb, qui était un sultan qui habitait à Mysore. Aujourd'hui, ça a changé de nom, je crois, et c'est un sultan musulman qui avait une tendance soufie, quoi, et qui combattait contre les Anglais, qui a fini par être pris, par être assiégé dans son palais, qui est un magnifique palais indien, au bord d'une rivière, sur une île, je crois. Et il a été, le palais a été assiégé par les troupes anglaises, par les habits rouges, comme on disait en France, et qui était commandé par le frère du duc de Wellington, celui de Waterloo. Donc, et puis les Anglais ont gagné, donc les Tippou Saïd a perdu, et une partie, lui, il est mort en combattant contre les Anglais, et puis une partie de sa famille s'est échappée par des souterrains, oui, c'est tout de suite très romanesque, et c'est caché en Inde, puisque l'Inde était progressivement dominée par l'armée britannique. Et donc la famille de Tippou Saïb était forcément recherchés comme des gens dangereux, parce qu'ils étaient des combattants de l'indépendance du sous-continent indien. Et donc cette famille s'est évaporée comme ça, et puis elle est allée habiter dans divers endroits dont je n'ai pas suivi toutes les pérégrinations, mais elle apparaît, en tout cas dans les mémoires ou dans les livres qui racontent cette histoire, à la fin du XIXe siècle, parce que l'un d'entre eux est devenu un musicien extrêmement célèbre en Inde, un des meilleurs musiciens qu'on ait connus dans cette région, un compositeur. Et puis, je crois que c'est le fils de ce compositeur-là, alors s'il y a des gens qui sont plus savants que moi, ils me corrigeront, qui lui était un type également fascinant, parce qu'il a décidé de créer sa propre religion, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein.
il y a Mahomet, il y a Jésus. Hein. Donc il a dit, moi je vais faire pareil, je vais créer ma propre religion. Donc il a créé sa propre branche du soufisme musulman. Et il a envoyé, je crois, hein, son fils, qui s'appelait Murshid, Pir au Murshid. Il lui a dit, bon ben voilà, on a un courant, on a un courant philosophique, religieux, c'était très profond, hein, c'était pas une secte marginale, pas du tout, il avait une pensée très profonde. Et il a envoyé son fils à l'étranger, comme un prosélyte, comme faisaient les premiers chrétiens qui allaient évangéliser la Gaule ou bien la Germanie. Ah, lui, il est parti à New York. C'était plus si moderne, quoi, mais bon. Et donc il est devenu ouvrier à New York et puis il a commencé il mettait une petite affiche comme ça sur une salle ou dans les ateliers où étaient employés les Indiens à New York, étaient employés dans des métiers extrêmement durs, extrêmement subalternes. Enfin. Et puis alors, le premier jour, il y avait 2 personnes, puis après 3, et puis comme il était quelqu'un de très convaincant, il a fini par créer une sorte de communauté, de fidèles, d'adeptes. Après, il a commencé à voyager aux États-Unis, il est allé à San Francisco, et puis à cette époque-là, l'orientalisme était un mouvement. Et surtout dans la bourgeoisie et chez les dames, chez les jeunes femmes et les femmes un peu plus mûres, vous voyez. Et il y avait une mode comme ça de la religion hindoue, alors on aimait bien, alors lui il avait une grande robe avec une barbe comme ça, c'était très impressionnant, et il était bon musicien aussi, donc il avait beaucoup de talent, et il se faisait comme ça beaucoup d'adeptes, il a fini par trouver une épouse à San Francisco, je crois, qui s'appelait Ora quelque chose Baker, ma mémoire me trahit, et puis il est reparti ensuite dans différents pays, il a créé des succursales, si on peut dire, de sa religion un peu partout, aux États-Unis, en Suisse, je crois au Luxembourg, enfin dans des endroits comme ça. Et puis, et ensuite il est parti, mais il avait une notoriété quoi, à l'époque, on le connaissait. On savait qu'il y avait ce gourou, ce prêcheur, ce prophète quoi, qui faisait des adeptes et qui prêchait une version tolérante, mystique de la religion musulmane. Et donc, il est parti à un moment, avec sa femme, en Russie. Et il a fait connaissance avec un autre mystique, plus sombre, plus sinistre, qui s'appelait Rasputin, que vous connaissez. Et ce Rasputin l'a invité au Kremlin. Et au Kremlin, le Pir au Murshid était avec sa femme, et sa femme est tombée enceinte, enfin était tombée enceinte. Et donc elle a donné naissance à un petit bébé au Kremlin, en 1900, je ne sais plus combien. C'est 14, vous savez, c'est pas vrai. 13. Et donc sous les auspices de Rasputin et de la famille Romanov est née une petite fille qu'il a appelée Nour. Voilà. Donc ça c'est la naissance de la princesse Nour. Elle est donc née au Kremlin avec Rasputin. On imagine la scène avec Rasputin au-dessus du berceau, peut-être la tsarine à côté, et puis voilà, et avec l'ombre de la révolution russe qui plane là-dessus. Enfin, tout ça est absolument formidable du point de vue romanesque. Donc alors, déjà, rien que ça, on a déjà une histoire. Et puis ensuite, je vais résumer, je vais la faire court. Cette famille a été chassée par les bolcheviks, enfin je suppose en tout cas, et donc elle a émigré en Europe de l'Ouest. D'abord en Angleterre, où cette famille a habité dans des endroits divers et variés à Londres. Ils ont fait connaissance d'indépendantistes indiens, ils étaient plus ou moins liés à ce milieu d'indépendantistes indiens. Je crois qu'ils ont connu Gandhi, me semble-t-il. Comment ? Tagore. C'est un endroit. C'est un monsieur. Ah bah oui, Rabindranath. Je ne sais pas tout. Hein. Et donc ils ont vécu à Londres. Et ensuite, je crois que le gouvernement anglais a pris ombrage de la présence de gens qui étaient liés aux indépendantistes. Churchill notamment, qui n'aimait pas du tout Gandhi, parce qu'il avait traité de fakir à demi nu, ce n'était pas très sympathique. Et donc ils sont repartis. Ils se sont installés, alors je ne sais pas s'ils sont venus directement ici, mais ils se sont installés en France. Et ils ont fini par acheter une grande maison sur la colline de Suresnes, qui s'appelle aujourd'hui, que vous connaissez tous, j'imagine, qui s'appelle Fasal Manzil.
et qui est cette grande maison, qu'un jardin. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a toujours cette chapelle, enfin, cette espèce de chapelle qu'il y a dans le jardin. J'avais signé le permis de construire Ah oui. avec un gros point d'interrogation au-dessus de la tête. Enfin, c'est une grande maison, une belle maison qui domine comme ça la vallée et qui est très agréable, quoi, qui est très... Et donc ils se sont installés là, et donc nous, on est allés à l'école française. Et elle a appris le français, elle est devenue française pratiquement. Je ne sais pas si c'était sa nationalité, en tout cas elle était commune française. Quand même. Ouais, c'est difficile. Hein. Elle était indienne, russe, née en Russie, élevée en France et en Angleterre. Enfin bref. Et donc cette famille, qui était une famille assez nombreuse, hein, autant que je me souvienne, moi j'ai connu son frère, je ne sais pas si vous l'avez connu, Vilayat, donc j'ai parlé longuement avec lui, parce que lui se retirait souvent tout en haut de la maison, dans une espèce de clocheton, là, où il dominait tout le paysage, où il racontait son histoire, celle de nous, etc. Donc je l'ai fait parler avidement, parce que évidemment ça me passionnait. Et puis il m'a montré le salon où la scène originelle a lieu. Parce que, donc là on est dans les années 20, fin des années 20, années 30, et comme c'était des gens extrêmement cultivés, extrêmement liés à l'actualité, à tout ce qui se passait autour d'eux en Europe, tous étaient musiciens, alors ils faisaient des concerts, etc. Ils organisaient des conférences, comme il en existe encore aujourd'hui, et ils avaient des adeptes qui venaient du monde entier. Et je crois que lui déjà essayé à l'époque d'avoir une religion syncrétique, c'est-à-dire de faire participer à ses propres colloques des catholiques, des protestants, des juifs, etc. Pour essayer de trouver un pont, une relation entre ces différentes religions. Je me souviens parce que j'avais posé la question à Vilayat, donc le frère de Nour, et je lui avais dit, mais finalement, vous avez fait ça toute votre vie, vous avez fait tous les ans des colloques avec les cathos, etc. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Il m'a répondu, ça n'a débouché sur rien. Mais il était très content, quand même, parce qu'il faisait venir des gens, des colloques au Sénat, etc., avec toutes sortes de gens de religions tout à fait différentes. Mais le simple fait que les gens viennent de bonne volonté, comme ça, et confronter leur foi, leur croyance, leur conviction théologique, ça lui suffisait déjà comme expérience, une expérience humaniste, au fond, cette religion soufie qui est très mystique, qui n'est pas du tout mon genre. Moi, je suis un incroyant notoire, mais enfin, c'est très admirable, quoi, c'est très respectable, et surtout, c'est très tolérant. C'est-à-dire que dans la société, ça a un effet extrêmement bénéfique. Quoi. Parfois, la religion a des effets négatifs, et les gens un peu sectaires ou fanatiques, dans toutes les religions. Là, c'était une religion ouverte, comment dire, séduisante. Quoi. Et d'ailleurs, Vilayat séduisait tellement qu'il avait séduit un certain nombre de gens des années 60 et 70, qui est plutôt des gens hippies, fumeurs de hashish, quoi, ce genre-là. Et là, il faisait des retraites à la montagne avec... alors lui, il était toujours magnifique, avec sa barbe, et ça. Et je ne sais plus si c'est une barbe, enfin bon, un Indien, quoi. Et autour de lui, il y avait des gens, des chevelus, des barbus, avec des chichons, etc. Et qui faisaient tous des retraites formidables pour arriver à une extase mystique qu'ils n'atteignaient pas seulement par la prière, parce qu'ils utilisaient quelques substances, quelques béquilles, comme ça. Enfin, c'était un personnage formidable. Et c'est lui qui m'a raconté la scène, parce que le père, donc, qui était âgé, à un moment, ce sont des gens qui avaient une ascèse et un contrôle d'eux-mêmes hors du commun. Et je crois que le père, à un moment, s'est senti mourir. Il dit, j'en ai plus pour longtemps. Et bon, la plupart des gens disent, bon, je vais essayer de continuer quand même. Lui, il a dit, ouais, il faut que je reparte dans mon pays d'origine. Et donc, il a réuni ses enfants, et il a dit, voilà, je repars en Inde, vous ne me reverrez plus. C'est fort. Et il leur a dit, comme il était tout à fait au fait de ce qui se passait en Europe, il leur a dit, voilà, donc je vais partir, on m'appelle, ma mission, etc., mais je ne reviendrai pas. Mais vous allez continuer après moi, ce que j'ai entrepris. Mais la situation européenne, telle que je la vois, est très dangereuse. Il y a ce type à moustache, là, Hitler, il représente exactement tout le contraire de tout ce que j'ai toujours dit, tout ce que j'ai toujours cru, tout ce que je vous ai toujours enseigné toute ma vie.
Et donc, si jamais il y a une guerre, vous devrez vous battre contre lui. Et si jamais il y a une guerre, en plus, a-t-il ajouté, vous devrez vous allier, vous rallier à ceux qui nous ont accueillis. Bien ou mal, mais qui nous ont accueillis, c'est-à-dire les Français et les Anglais. Et puis il est parti. Et là-dessus, bon, la vie a continué. Je crois que nous, on allait à l'école, et puis elle s'est mise à écrire des poèmes. Elle est devenue... elle faisait une émission de radio, à Radio Paris, je crois, et où elle lisait des contes ou des poèmes pour enfants. Elle a écrit un recueil qui existe de contes et de poèmes. Et puis arrive la guerre, et là aussi c'est une scène très romanesque. Hein. L'armée française est battue, comme vous le savez, très rapidement, et donc ils sont à Suresnes, et puis ils entendent, j'imagine, des bruits de canons au loin, des combats, ça, des échos lointains, et ils savent que les Allemands vont arriver. Et donc ils décident de prendre parti, de s'engager, quoi. Ce qui est une chose incroyable, parce que c'est un monde, le monde de la religion soufie, de la musique, de la poésie, etc., qui a l'air hors du temps, comme ça, qui est au-dessus de toute contingence humaine. Mais pas du tout. Ils se sont réunis dans le... Ça, c'est le frère qui m'a raconté. Ils étaient tous les deux dans le grand salon, là, qui domine Paris. Et la question était de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Et alors, je crois que nous, on a dû dire, bon, ben, il faut se battre avec les Français. Et Vilayat savait que les Français étaient déjà battus, donc c'était pas la peine d'aller rejoindre l'armée française qui était en train de se rendre. Et donc il a dit, il faut aller en Angleterre. Et l'un des deux, je ne sais pas lequel, a dit, oui, mais alors, il y a un léger problème, c'est que notre religion est non violente. Ce qui, dans une guerre, est parfois un handicap. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une discussion philosophique assez longue, comme ça, qui se développe entre le frère et la sœur. Et puis, je ne sais pas lequel a trouvé la solution en disant, bon, nous allons nous battre, mais nous ne porterons pas d'armes. Et pour faire accepter cette bizarrerie à l'armée anglaise, puisqu'ils imaginaient bien qu'ils allaient se retrouver face à des officiers anglais, eh bien, nous allons proposer de faire des choses utiles à la guerre et le plus dangereux possible. Comme ça, on n'aura pas l'air de quoi. On ira faire la guerre sans tuer personne, mais on mettra notre vie en jeu. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, ils sont partis. Ils ont tout abandonné, quoi. Alors, une partie de la famille n'a pas suivi, je crois qu'elle est restée en France, mais ces deux-là sont partis, je ne sais plus par où ils sont passés, par un bateau, je crois, par Bordeaux, enfin bon, ils ont fait comme beaucoup de... Enfin, comme beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup, mais comme beaucoup de gens qui rejoignaient les forces, qui allaient devenir les forces françaises libres, et ils sont passés en Angleterre. Et là, ils sont allés chez des amis qu'ils connaissaient, puisqu'ils connaissaient la Grande-Bretagne. Il y avait cette confrérie, enfin, cette internationale soufie avec leur propre courant, quoi, religieux. Donc ils ont dû voir des gens de ce courant-là. Et puis ils sont allés s'engager. Ils sont allés voir les Anglais en disant, bon, ben voilà, on veut se battre, on s'engage. Alors, il y avait des préjugés un peu sexistes à l'époque, vous pouvez le deviner. Donc on a dit à nous, je vais faire du secrétariat, les femmes c'est mieux pour ça. Et elle a dit, bon, alors je vais faire du secrétariat. Et puis ensuite, comme elle avait des aptitudes intellectuelles hors du commun, on lui a dit, il va falloir écouter les messages radio, donc vous allez apprendre le morse. Donc elle a appris le morse. Et comme elle était douée, j'imagine que les musiciens ont des facilités pour ce genre de choses. Elle a appris le morse et elle était la meilleure opératrice de morse de son groupe, quoi. Et puis, elle a travaillé donc pour la RAF pendant un certain temps. Et quant à Vilayat, lui, je crois qu'il est devenu d'abord... il s'est mis guetteur. Non, il s'est engagé dans la marine d'abord, en demandant à être versé dans les dragueurs de mines. Parce que les dragueurs de mines ne combattent pas. Mais c'est un métier extrêmement dangereux, parce qu'on tombe sur des mines. Et donc il a fait ça, et puis après je crois qu'ils l'ont exclu. Ah non, parce qu'il voulait être pilote de reconnaissance, là aussi, pour ne pas combattre. Mais il avait un problème de vision insuffisante, donc on l'a mis dans les dragueurs de mines, et après on l'a versé dans la Home Guard, je suppose, pour être guetteur pendant les bombardements, ce qui n'est pas non plus très confortable, ça consiste à être dehors pour voir les bombardiers passer au moment où les bombes tombent, alors que tout le monde est dans des caves. Donc là aussi, il y avait quelque chose de dangereux là-dedans. Et donc, Vilayat avait une espèce d'humour, comme ça, alors il racontait sa guerre.
Un type qui n'avait pas fait grand-chose, mais enfin qu'on comprenait au bout d'un certain temps qu'il avait risqué sa vie beaucoup plus que d'autres. Et puis nous, elle continuait à être employée dans la RAF, dans des tâches administratives, au fond. Super tâches administratives. Puis un jour, je crois qu'elle a vu une annonce où elle a connu quelqu'un qui lui en a parlé, et il s'agissait on cherchait des gens qui parlaient bien le français, et qui avaient des aptitudes de radio, pour des missions. Alors, ce n'était pas précisé. Et c'est là que le roman redouble, parce que les gens qui passaient cette annonce faisaient partie d'un groupe qui était un des plus romanesques de la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'en 1940, donc l'armée française est battue, les Anglais décident de continuer la guerre, de résister, grâce à la RAF, grâce aux pilotes, la bataille d'Angleterre, tout ça. Et Churchill, immédiatement, parce que Churchill avait une espèce de caractère de combattant un peu fou, un peu pas irresponsable, mais extrêmement audacieux, présomptueux, téméraire même. Et donc il avait décidé, dès 1940, alors même qu'on craignait que l'armée allemande envahisse l'Angleterre, de contre-attaquer. Et pour contre-attaquer, il avait l'expérience, lui, parce qu'il avait été journaliste au début du siècle, en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il y avait une révolte qu'on appelait la révolte des Boers, qui étaient ces populations d'origine néerlandaise qui se battaient contre l'impérialisme britannique. Et les Boers avaient des méthodes de guérilla. Et Churchill, ça l'avait beaucoup frappé, beaucoup intéressé. Il voyait que ce n'était pas une armée régulière, enfin il y avait une armée régulière, mais il y avait aussi des gens qui étaient infiltrés dans les territoires tenus par les Britanniques et qui faisaient des coups de main, des sabotages, des assassinats, etc. Et il avait compris que c'était une forme de guerre qui n'était pas très loyale, pas du tout sympathique, mais très efficace. Surtout contre une armée d'occupation qui était puissante, mais qui n'arrivait pas à mettre la main sur ces gens qui étaient dans la population comme un poisson dans l'eau, comme disait Mao Tse-tung. Et donc il avait cette expérience-là. Et donc il a décidé, en 1940, non seulement de continuer la guerre avec les armées classiques, la Navy, l'armée anglaise, dans ce qui en restait, et puis l'aviation, mais il a décidé de créer un corps nouveau de combattants de l'ombre, qui aurait pour mission de créer un troisième front, un autre front derrière l'armée allemande, et de susciter des révoltes, de susciter des grèves, des sabotages, des assassinats, et qui permettrait d'affaiblir l'armée allemande pendant qu'elle serait obligée de combattre en même temps sur les champs de bataille classiques contre les Anglais, puis ensuite, espérait-il, contre les Américains et les Russes. Et donc il a créé un service nouveau qui s'appelait Special Operation Executive, qui a été créé de toutes pièces contre l'avis de l'intelligence service, qui était le service secret officiel, qui officiait depuis toujours en Grande-Bretagne, qui était composé d'espions extrêmement compétents, professionnels, tortueux, etc., et qui voyait d'un très mauvais œil la création de ce truc, un colonel de Winston, qui est un fou, et qui va mettre une bande d'amateurs pour nous faire concurrence, alors que nous, on sait faire, et on sait ce qu'il faut faire, on sait faire de l'espionnage, etc. Donc il y a eu un deuxième service secret anglais qui a été créé, SOE, et il a fallu ensuite le composer. Et d'abord, il y a une bizarrerie, c'est qu'il l'a mis sous l'autorité du ministre de la production économique, qui s'appelait Hugh Dalton. Pourquoi ? C'est une magouille politique, parce que les travaillistes qui faisaient partie de la coalition qui faisait la guerre avec Churchill considéraient que l'intelligence service était un corps totalement réactionnaire, dévoué au conservatisme le plus obtus, quoi. Et donc les travaillistes considéraient qu'on ne pouvait pas se fier à l'intelligence service. Ils n'avaient pas tout à fait tort, parce que l'intelligence service avait été utilisée pour briser les grèves montées justement par les syndicats travaillistes britanniques. Donc Churchill a dit, bon d'accord, ok, on va créer le SOI, on le met sous la direction de Dalton, qui est travailliste, qui est le principal ministre travailliste de la coalition britannique. Et donc ils ont créé ce truc-là, et il a fallu trouver après des combattants. Et il fallait les prendre dans les armées, mais les armées ne voulaient pas lâcher leurs combattants. Il aurait fallu en prendre à l'intelligence service, mais l'intelligence service était composée d'espions professionnels qui n'avaient aucune intention d'aller faire les farceurs avec cette bande d'amateurs. Et donc ils ont recruté des gens comme ça, un peu partout, des volontaires qu'ils ont triés sur le volet. Et nous est devenue une de ces volontaires. Parce qu'ils avaient décidé d'envoyer des femmes. Ce qui était une chose tout à fait inédite. Parce qu'en principe, dans les guerres classiques, ça dépend des moments, mais en général, on n'emploie pas les femmes. Les femmes, elles restent à l'arrière. Et là, les Anglais s'étaient dit,
Mais les Allemands ne nous croiront jamais assez inhumains pour envoyer des femmes. Donc on va envoyer les femmes. Voilà. C'était une ruse de guerre. Ils ne penseront pas que les femmes sont des agents. Et donc ils ont envoyé les femmes, pas beaucoup, enfin ils en ont envoyé pas mal. Et chacune d'entre elles a une histoire formidable que je raconte d'ailleurs dans le bouquin, parce que nous on les fréquente à un certain moment. Et donc le SOI s'est créé comme ça, avec des gens extrêmement courageux, un peu irresponsables, qui parlaient les langues des différents pays d'Europe, et qui avaient des connexions et qui avaient des aptitudes. Alors on a essayé de les sélectionner, de manière à ce qu'ils puissent devenir, alors c'était les emplois les plus dangereux du monde, pratiquement. Parce qu'il s'agissait d'être parachuté ou introduit secrètement par un bateau ou par un avion, en France, en Hollande, en Belgique, un peu partout, même en Allemagne. Et ensuite, on vivait dans la terreur permanente, puisqu'on n'était pas protégé par l'uniforme. Parce que les Allemands étaient barbares, mais ils respectaient à peu près les conventions de Genève, parce que comme ils avaient, eux, des prisonniers qui étaient faits par les Alliés, ils ne tuaient pas les prisonniers qui faisaient, eux, chez les Américains ou chez les Anglais. En revanche, s'ils prenaient des gens sans uniforme, là, il n'y avait plus aucune règle. Et donc, ils pouvaient être torturés, ils pouvaient être tués, exécutés, etc. Il y a des directives d'Hitler écrites en disant, dès que vous prenez des agents britanniques en Europe, occupés, ils sont fusillés immédiatement, torturés, machin. Il n'y a aucune convention ne s'applique. Et donc, l'envoi de ces amateurs, au fond, faire la guerre de l'ombre, était une décision très difficile et très contestable, mais à certains égards, d'ailleurs. Et nous, donc, s'est engagé dans ce corps-là, qui était l'un des plus dangereux qu'on puisse imaginer dans ce vaste théâtre de la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc, il s'agissait d'abord de les entraîner. Donc, ils l'ont envoyé dans un camp de commando. Alors, vous imaginez un peu le tableau. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui mesurait 1m60, qui n'était pas marathonienne ou lanceuse de poids. Hein, c'était pas du tout ce genre-là, qui était joueuse de harpe. Et alors, il s'agissait de lui faire courir 30 km par jour avec un sac de pierre sur le dos, ensuite de tirer au pistolet en mettant 19 balles sur 20 dans la cible, ensuite de faire du close combat pour tuer quelqu'un à main nue. Enfin bon, c'était ce genre d'activité qu'on leur apprenait, c'était très amusant. Et puis on leur apprenait à sauter en parachute, alors on les mettait dans des ballons, parce qu'on économisait les avions. Donc ils montaient comme ça dans un ballon qui était à, je sais pas, 50, 100 mètres de haut. Il paraît que c'était la chose la plus effrayante du monde, parce que ce ballon était ballotté, évidemment, comme un ballon, par le vent, et donc ils étaient là, et il fallait sauter dans le vide. Et on était retenu par une corde, je crois. Et il y a la moitié qui n'osait pas sauter, alors on les jetait dehors, comme ça. Et ils s'arrêtaient à 20 mètres du sol, et puis après on les descendait plus doucement. Et il y avait des pertes, hein. Il y en avait au moment où ça ratait, la corde se cassait, etc. Et ils se battaient entre eux, ils se battaient vraiment, ils se mettaient des coups, etc. Il y avait parfois des blessés, parfois des morts. Parce qu'il fallait s'entraîner aux conditions les plus dures du monde, au combat militaire le plus dur. Et puis il fallait ensuite apprendre tout ce qui concernait les codes secrets. Alors, il y a tout un petit monde de cryptographes, de gens comme ça, qui apprenaient à ces agents à envoyer des messages en code. C'était compliqué, parce qu'il fallait faire des colonnes, des lignes, etc. Et si on se trompait d'une lettre, le message devenait incompréhensible. Et c'était très important de maîtriser bien ces techniques de code secret, parce qu'on savait, et on leur disait d'ailleurs, en France, si vous êtes radio, et nous on était destinés à être radio, vous aurez 22 minutes ou 23 minutes. Au bout de 23 minutes, en moyenne, les Allemands arrivent, parce qu'ils ont des machines qui repèrent les ondes, ils font de la triangulation, et ils ont des agents de la Gestapo ou de l'armée qui ont des petits matériels et qui peuvent détecter d'où vient l'émission. Donc au bout de 22 minutes, il faut arrêter. Or, s'ils rataient leur coup dans la transmission, il fallait recommencer. Et à chaque fois, c'était un enfer, parce qu'il fallait déployer une antenne très longue. C'était pas des téléphones mobiles comme aujourd'hui, c'était des gros machins qui pesaient 15 kilos avec une très longue antenne. Alors, il fallait déployer l'antenne. Et ça se voyait, il fallait trouver un endroit sûr. Et comme c'était surveillé en permanence par la Gestapo, c'était extrêmement dangereux. Enfin, bref, donc ils apprenaient ça. Ils apprenaient aussi à faire des cambriolages. Alors, les Anglais avaient sorti de prison les pires cambrioleurs du royaume pour qu'ils deviennent profs.
Alors, donc les types, Jojo, les pincettes, qui faisaient le cours de cambriolage, quoi. Alors tous les agents étaient là, ils disaient, oui, alors, ils crochetaient une serrure, machin, rentraient par la fenêtre, ils apprenaient tout ça. Et puis, ils avaient des boxeurs, il y en a un que j'ai mis dans le roman, il y a un agent, enfin un type qui était de l'intelligence service au départ, et qui était un instructeur, qui s'appelait Kim Philby. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Kim Philby, c'est un agent donc, britannique, et qui est devenu ensuite un agent soviétique le plus célèbre. C'est lui c'est un des héros, en fait, des romans de John le Carré, notamment celui qui s'appelle La Taupe. Et Kim Philby a été instructeur dans les endroits où Nour était élève. Je ne sais pas s'ils se sont connus, mais en tout cas, c'était le même endroit. Et alors donc, ils allaient faire les farceurs, comme ça, ou alors on les faisait monter dans les arbres. Alors le premier jour, on montait à la première branche, puis on sautait. Le deuxième jour, on montait à la deuxième branche, la troisième, la quatrième. Puis à un moment, on arrivait à 10 mètres, 15 mètres, ça devenait extrêmement dangereux. Il y en avait qui se cassaient les jambes, etc. Et c'était ça le type d'entraînement qu'elle a subi pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et puis ensuite, elle est allée à Beaulieu, qui est un endroit que je connais, parce que je fais de la voile. C'est une rivière très jolie, qui est au sud de l'Angleterre, près de l'île de Wight. Et dans un manoir qui avait été mis à la disposition du royaume par la famille, je ne sais plus quelle famille, la famille royale, quoi. Et c'est là où Lord Mountbatten, que vous connaissez peut-être, était l'organisateur, non pas des opérations spéciales, mais du futur débarquement. C'est là qu'on a organisé le débarquement. Et c'est là où on testait les péniches qu'on voit dans le soldat Ariane, etc. Enfin, tout le matériel de débarquement a été testé à ce moment-là. Et Nour s'est entraîné à cet endroit-là. Et puis, à la fin des fins, une fois la période d'entraînement terminée, il y a eu une discussion entre les officiers, dont l'un s'appelait Jepson, et l'autre, j'ai oublié son nom, et Buckmaster, qui était le chef de la section française du SOE. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film qui s'appelle Le chagrin et la pitié. C'est un film qu'il faut voir. C'est un film formidable, d'abord sur la résistance, sur la collaboration. Et dedans, il y a le patron de Nour, qu'on voit, qui s'appelle Buckmaster, qui est un grand type anglais, avec un chapeau blanc, ça, et qui est donc le responsable de tous les agents qui ont été envoyés par le SOE en France. C'est le French Section of SOE. Et on le voit, il est interrogé. C'est fascinant de le voir, parce que quand on travaille sur quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas, des gens, on voit le nom, etc., on n'a pas des photos, d'un coup on le voit en vrai, on est sidéré, quoi. Et ce Buckmaster, après, c'est comme la guerre, c'est comme ça. Pendant la guerre, on est un héros, puis après on devient... Il était vendeur chez Ford, après la guerre. Il est devenu vendeur chez Ford, enfin cadre supérieur chez Ford. Mais pendant la guerre, c'était une pièce essentielle du dispositif de Churchill en France. Et donc c'est lui qui a finalement décidé, parce que l'un des instructeurs ne voulait pas envoyer Nour, parce qu'il l'a considéré comme trop naïve et trop idéaliste. Puisque elle avait expliqué ses motivations étaient celles que lui avait transmises son père. Et donc les Anglais disaient, qui sont toujours un peu cyniques, disaient, mais c'est une boy scout, quoi, elle va se faire prendre en bout de 2 heures. Et donc on n'en veut pas. Et d'autres disaient, mais non, au contraire, elle est extrêmement courageuse, elle a fait tous les entraînements, c'est une excellente radio, et en plus elle est maligne, elle va se débrouiller. Bon. Et ils ont fini. Buckmaster a dit, de toute façon, on n'a plus de radio. Et ils ont tous été pris, donc on l'envoie. Et donc en juin 1943, elle monte dans un avion, alors, je ne sais plus quel aéroport c'est au sud de l'Angleterre, là. Elle monte dans un avion, et ils sont 2 ou 3, je crois, et l'avion atterrit près de Tours, sur un terrain qui s'appelle le Vieux Briolet, je me semble-t-il. Et donc elle sort de l'avion. Alors là, je ne suis pas sûr de mon coup, là, mais je crois que les dates correspondent assez bien, parce qu'à chaque fois, les avions, c'était des avions qui volaient de nuit, sans lumière, quoi, qui devaient faire des détours pour éviter l'artillerie allemande, et qui suivaient les rivières pour se repérer. Parce que la nuit, il y avait blackout en France, on ne voyait rien. Et donc ils suivaient la Loire, et puis ils venaient se poser, et les résistants, enfin le réseau mettait des torches en L comme ça, et donc l'avion se posait sur la grande branche du L jusqu'à l'endroit jusqu'à l'embranchement du L. Et ils avaient pour instruction de tirer sur toute personne qui viendrait de l'autre côté, parce qu'il était entendu que tous les gens qui attendaient les avions étaient d'un côté et pas de l'autre. Donc s'il y a des gens qui venaient de l'autre, on leur tirait dessus parce que c'était les Allemands ou la police française. Enfin bref, et donc Nour sort de l'avion, et
l'avion remporte des gens. Et semble-t-il, un des personnages qui est monté dans l'avion quand Nour est descendu, c'est François Mitterrand, qui était passé à la Résistance, vous savez, un peu tardivement, enfin il est passé à la Résistance, et donc il partait à Londres pour voir le général. Et donc il montait dans l'avion pendant que Nour descendait. Et donc elle est partie, elle avait pour mission de rejoindre à Paris un réseau qui s'appelait le réseau Prosper, qui était un des réseaux du SEE. Le SEE avait envoyé des tas d'agents en France, qui s'étaient partagés le territoire, et chacun avait une zone comme ça. Il y avait une zone parisienne qui était dirigée par un officier britannique qui s'appelait, je crois, Francis Sutil, si je me souviens bien, et dont le pseudonyme était Prosper. Donc il était connu sous le nom du réseau Prosper. Donc nous, on arrive à Paris, et là, évidemment, c'est là que le côté romanesque m'a intéressé, parce qu'elle était effectivement très naïve, et un peu écervelée, quoi. Un petit peu. Par exemple, quand elle est arrivée à Paris, elle est montée dans le train, elle est à Paris, et elle avait faim, parce qu'elle avait passé la nuit à voler, puis le petit matin, attendu, pris le train vers 6-7 heures du matin, jusqu'à Paris, arrivée vers 11 heures, elle n'avait rien mangé. Et donc, elle se dit, je vais aller au buffet de la gare. Mais au buffet de la gare, il fallait donner des tickets. Et elle avait oublié comment marchaient les tickets. Donc, elle avait des tickets, mais je ne savais pas comment ça marchait. Et donc, elle n'a pas mangé, parce qu'elle ne savait pas comment, elle avait oublié comment marchait le système des tickets de rationnement. Et donc, alors, elle est allée voir ensuite les gens qui étaient censés l'accueillir. Elle arrive chez eux, elle sonne, et quelqu'un ouvre. Alors, la personne savait qu'elle devait venir. Et donc, la personne attend. Elle ouvre, dit bonjour. Et alors, nous, on dit bonjour. Et l'autre ne bouge pas. Alors, je dis, bonjour. Oui, mais bonjour. Et puis, rien ne se passe. Elle avait oublié qu'il fallait donner le mot de passe. Et donc l'autre se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? On m'envoie une agente de Londres, elle ne connaît même pas le mot de passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, à un moment, il s'est dit, est-ce que c'est pas quelqu'un de la Gestapo, etc. Enfin, bon, il y avait des consignes de sécurité. Et à la fin des fins, l'interlocutrice, je crois que c'est une fille, lui dit le mot de passe, qu'elle devait dire elle. Alors elle dit, ah oui, oui, j'avais oublié. Et donc elle répond avec le mot de passe de l'autre. Mais ces gens-là qui étaient dans la clandestinité depuis des années, se disent, mais qu'est-ce que les Anglais, ils envoient n'importe qui. Là. En plus, comme elle avait un type, elle avait une peau mate et un type un peu oriental comme ça, il y en a un qui dit à l'autre, mais quelle idée, ils nous envoient une juive. Mais ils sont cinglés. Enfin bref, et toute sa courte carrière d'espionne était émaillée d'incidents de ce genre. C'est-à-dire qu'elle est invitée à Grignon, je crois, chez des gens qui avaient une serre, qui étaient des professeurs d'université. Et puis il y a une espèce de soirée ou d'après-midi où on boit du thé. Et nous, on sert le thé, je sers le thé. Et elle sert le thé à l'anglaise. Alors qu'elle met 2 sucres, le lait et ensuite le thé. Ce qu'en France, on ne fait jamais. On met le thé, puis après, on met autre chose. Évidemment, elle se fait convoquer immédiatement par la maîtresse des ménages. Elle dit, mais arrêtez de faire ça, on va voir que vous êtes anglaise, puisque vous savez le thé comme les Anglais. Et puis, à un autre moment, elle était dans un appartement dans le 16e, pas loin d'ici, et elle est logée par je ne sais qui, et elle doit passer un message radio. Et donc, elle déplie l'antenne, qui était très longue, mais elle avait une toute petite pièce, donc il faut déplier l'antenne à l'extérieur. Donc elle déplie l'antenne sur les arbres de la rue, de l'avenue. Et alors, elle met son antenne comme ça, et arrive un officier allemand, qui lui dit, mais est-ce que je peux vous aider, mademoiselle? Et alors elle dit, oui, voilà, je voulais mettre mon linge, alors voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors l'officier l'aide à mettre le fil comme ça. Et puis elle a emballé le fil, elle est bien, puis elle est partie. Mais bon, c'était ce genre d'incident qui était incroyable. Et puis elle est revenue à Suresnes, elle est allée loger chez des gens qui habitaient juste en face de Fazal Manzil. Elle est allée sonner en disant, vous me reconnaissez? Je suis moi, c'est la petite Nour. Et donc la dame était effrayée, parce qu'elle disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle était partie, ils étaient partis en Angleterre, maintenant elle revient ici. Et Fazal Manzil était occupé par la Gestapo. Et donc elle se retrouvait dans la maison juste à côté. Enfin bon, elle a fait plein de choses comme ça. Et ce qui s'est passé, bon, je vais terminer l'histoire, parce qu'après on peut voir un peu ce qui s'est passé, enfin, les leçons de ce genre d'affaires, mais
elle a fait la radio pour le réseau Prosper, lequel était infiltré par la Gestapo. Donc au moment où elle est arrivée, le réseau était déjà gangréné. Il y avait déjà dedans des gens qui avaient été retournés, notamment un radio qui s'appelait Normand, je crois, et qui avait été menacé de torture, qui avait craqué et qui avait tout balancé. Et déjà, ce TIL était pratiquement brûlé, et la moitié du réseau était brûlé par la police allemande, donc qui était composée de vrais policiers allemands très expérimentés, et d'officiers SS très cruels, très durs, qui étaient logés avenue Foch, au 84, je crois, avenue Foch. Il y avait plusieurs services différents. Et ils avaient déjà réussi à pénétrer ce réseau. Et celui qui avait organisé le transfert de Nour et les vols s'appelait Henri Déricourt, qui est un personnage très connu de la Résistance, enfin très connu, parce que lui c'est un agent triple. Alors, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est un Français, qui travaillait pour les Anglais, qui s'est mis ensuite au service des Allemands, mais en fait il trahissait pour les Anglais. Et donc il avait négocié avec la Gestapo en disant « je vous tiendrai au courant de tous les atterrissages » avec l'accord de l'intelligence, enfin du SAE, enfin des Anglais. Alors, il donnait certains trucs, pas d'autres, et comme ça les Allemands lui faisaient confiance, mais pour que les Allemands lui fassent confiance, il fallait qu'il donne des vraies informations. De temps en temps, il balançait un agent pour se crédibiliser, moyennant quoi les Anglais savaient tout sur ce qui se passait, y compris dans la Gestapo. Enfin bon, c'était un type très bizarre, il a été jugé après la guerre comme traître. Et c'était un pilote extrêmement courageux et qui avait beaucoup de sang-froid et qui était un très bon espion. Mais son jeu triple était tellement ambigu que les Français l'ont mis devant un tribunal dans les années 47, 8 par là. Et il allait être condamné à mort quand 2 personnes sont venues de Londres. Pardon, on n'a pas comme ça, avec une moustache. Ils sont allés dire un mot au juge et il a été immédiatement acquitté. Parce que les Anglais ont dit, mais non, c'est un type de chez nous, laissez-le. Et donc Déricourt était celui qui avait organisé le transfert de Nour. Et donc ce réseau Prosper était pris, ce qui fait que, je crois, 15 jours ou 3 semaines après l'atterrissage de Nour en France, tout le réseau tombe. Sauf elle et un autre type ou 2-3. Et dont Prosper lui-même, ce-t-il. Et ce-t-il négocie, c'est des choses incroyables. Ce-t-il est pris par la Gestapo, et il négocie ensuite. Et ce qu'il dit au chef de la Gestapo, je vous donne, vous laissez mes agents repartir, je vous donne toutes les caches d'armes qu'on a, parce qu'ils avaient amassé beaucoup d'armes dans la région parisienne. Et alors l'Allemand a dit ok, on fait ça, etc. Puis ensuite il a trahi sa parole, ils ont tous été pris. Et tous ces gens-là ont été torturés, fusillés, etc. Parce qu'ils avaient une salle de torture à l'avenue Foch, avec la baignoire, avec l'électricité, etc. C'est là où Brossolette avait été enfermé. Et je pense que Moulin est passé là aussi. Et donc là, on est en juin 1943, c'est-à-dire exactement au moment où Moulin se fait prendre. Donc c'est la période de plus grand succès des Allemands contre la résistance, puisque Moulin a été pris avec plein d'autres gens. Alors Moulin n'a jamais parlé. Par contre, il y a des gens du SOE qui étaient pris et qui parlaient, évidemment, parce que c'était des souffrances intolérables. Il y en avait qui avalaient des pilules là, de cyanure, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ils avaient 3 pilules. Ils partaient toujours avec 3 pilules. Il y avait une pilule pour dormir, une pilule pour ne pas dormir, et une pilule pour se suicider. Alors, chacune avec une couleur. Alors Nour passait son temps à dire, alors, donc ça c'est bien, ça c'est celle-là, ça c'est celle-là, et ça c'est l'autre. Ah non, c'est celle-là. Puis elle ne savait plus. Ce qui fait qu'à un moment, elle a avalé la pilule pour ne pas dormir, c'était celle pour dormir. Donc au lieu de partir en mission, elle a dormi pendant 24 heures. Enfin, moi, c'était une héroïne incroyable. Enfin, c'est ça qui était amusant. Et puis, donc, elle s'est cachée ensuite à cause de la chute du réseau Prosper pendant des semaines dans un appartement avec un garçon qui était un résistant, antillais, je crois, ou guyanais, je ne sais plus. Et puis, ensuite, elle a eu une aventure avec l'un des résistants, je ne sais plus lequel. Il y avait une femme jalouse. Enfin, c'est une des raisons. C'est compliqué, hein, la chute de Nour, c'est très compliqué. Et en tout cas, elle a été dénoncée par quelqu'un du réseau. Alors, quelqu'un qui avait été retourné, quelqu'un qui était jaloux, on ne sait pas très bien. Et donc, elle a été arrêtée par un policier français et emmenée immédiatement à la Gestapo à avenue Foch. Et donc là, elle est enfermée avec plusieurs types. Et alors, on l'enferme.
Et immédiatement, tac, elle essaye de s'évader par l'escalier intérieur, enfin à l'extérieur. Vous savez, dans les immeubles, il y a un puits comme ça. Elle passe par la fenêtre de la salle de bain, puis elle commence à descendre en s'accrochant comme ça. C'est que les Allemands la voient tout de suite et disent « Mais arrêtez, c'est ridicule, revenez tout de suite. » Bon, elle revient. Et puis elle est enfermée, elle est interrogée. Mais comme elle avait été imprudente une nouvelle fois, elle avait gardé tous ses carnets de code, parce qu'elle était radio. Donc les Allemands avaient saisi sa radio et ses carnets. Et dans les carnets, il y avait tous les codes, les messages, etc. Et les Allemands jouaient un double jeu avec la radio, ça s'appelait Funkspiel. Ils prenaient les radios anglais ou résistants et ils se mettaient à leur place pour envoyer des messages. Donc ils disaient « Veuillez parachuter 3000 fusils à tel endroit ». Comme ça, top, ça tombait chez eux. Ou le prochain agent, où arrivera-t-il? Alors les Anglais répondaient, et hop, les Allemands prenaient l'agent quand il arrivait. Et donc la radio de nous a été retournée comme ça. Et ils n'ont même pas eu besoin de la torturer, puisqu'ils avaient tous les codes. Et donc ils ont utilisé ça. Et puis elle a essayé une nouvelle fois de s'évader pendant une alerte, avec un autre, dont j'ai oublié le nom. Elle est arrivée jusqu'en bas, près de la porte Dauphine, hein, et elle a été prise en bas, reprise. À ce moment-là, le commandement, je ne sais plus si c'est Bommelbourg, un truc comme ça, lui a dit, écoutez, maintenant il y en a marre, on vous aime bien, parce que les relations n'étaient pas du tout ce qu'on croit. Comme c'était des gens qu'on enfermait dans des chambres de bonne pendant des semaines et des semaines, il y avait des relations qui s'établissaient bizarres entre les soldats allemands, les commissaires, les flics, etc., et les résistants. Parce que les Allemands avaient un certain respect pour ces gens-là qui risquaient leur vie, quoi, et qui étaient des combattants. Donc, de temps en temps, ils torturaient, mais de temps en temps, ils les avaient à la bonne. Et donc c'était très, très étrange. Et nous, il la trouvait plutôt sympathique. Et donc le commandant la convoque, il lui dit, écoutez, voilà, vous êtes d'origine anglaise, vous allez donner votre parole que vous ne chercherez plus à vous évader, et je vous laisse tranquille. Et nous, on répond, je ne peux pas donner ma parole que je ne chercherai pas à m'évader. C'est impossible. Alors, il dit, écoutez, mais c'est ridicule, donnez votre parole, vous aurez une vie moins dure. Je ne peux pas donner ma parole, mon devoir, c'est de m'évader. Comme ça. Alors, il dit, puisque c'est comme ça, vous m'emmerdez. Et il l'a renvoyé en Allemagne. Et donc, il est parti en Allemagne à la fin de l'année 43, je crois. Et là, elle était enfermée dans une prison, où elle est restée plusieurs mois. Et puis, à un moment, je crois que c'est après le débarquement, les Allemands ont commencé à trouver que ça sentait le roussi. Et ils ont décidé de se débarrasser des prisonniers résistants qu'ils avaient, une partie d'entre eux en tout cas. Et donc, elle a été prise dans un groupe de femmes, envoyée à Dachau, je crois. Et là, il y a plusieurs versions qui sont toutes aussi terribles les unes que les autres. Soit elle a été battue pendant une nuit entière, puis elle est morte au petit matin, soit elle a été fusillée ou exécutée à la hache, je ne sais plus si elle a plus par quel moyen. Enfin bon, c'est pas très drôle. Et la légende ou la vérité, je ne sais pas, veut qu'elle soit morte en tenant la main de sa copine en disant « Vive la liberté ». Voilà.